3, 2, 1, c'est parti. La plus grosse émotion que j'ai eue, c'est... Il m'a mis une torgnole. Donc oui, les gens gagnent très bien leur vie. On veut des chiffres. J'ai vexé beaucoup de gens là. La prospection, c'est... On dit pas que c'est pas noble ou quoi que ce soit. Hein. Faut en faire, mais c'est la façon dont tu le fais. Ah, c'est ambitieux. Hein. Le tournage en Paris, engrainé par un pote quoi. Engrainé par un pote C'est souvent comme ça. qui a toujours des idées à la con. Tu penses au boulot quand tu roules? Ouais. Nous, on est habité par les deals. Si tu les convoquais à un board en disant les gars, on s'est gouré, là on a mis 10 millions d'investissement. En fait, c'est pas bon, on jette à la poubelle et on refait. Moi, j'aime bien sortir d'une séance, être rincé, mais c'est la bonne fatigue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Ride, le podcast où j'interviewe des entrepreneurs français en plein dans leur affaires sportif. Là, il est 6h30, on est dans le 8e arrondissement de Paris et je vais à la rencontre de Michael Azanco, un associé fondateur du cabinet Cambon Partners. Il fait de la fusion-acquisition depuis 19 ans maintenant, mais à côté de ça, il a une passion et c'est le triathlon. Il a fait 2 Ironman et on va voir avec lui comment il arrive à combiner son travail très prenant dans la fusion-acquisition. Il nous racontera notamment des anecdotes quand il travaillait 20 heures par jour, mais aussi ses entraînements pour l'épreuve exigeante qu'est l'Ironman. Salut Michael. Salut Quentin, bienvenue. Merci. Tu veux un petit café? Eh oui, écoute, avec plaisir. C'est ici que vous recevez les partenaires. Tu vois, ici, c'est vraiment il y a un écran là, donc en fait, à la base, c'est une espèce de petite maison privée appart. On l'a un petit peu transformé. Ça reste une salle de réunion. Hein. Ouais. Pour cette réunion, on a l'écran là, ce qui permet avec la visio, et c'est assez convivial avec la cuisine à côté. Et en même temps, il y a un espace salon au-dessus de mezzanine avec un baby-foot, et ce qui permet aussi à l'équipe de venir chiller. Et c'est la première fois que j'entends parler d'un baby-foot dans une boutique M&A quand même. Hein. Oui. Non, vous avez le temps de faire du baby-foot? Non, c'est plus en décoration. C'est les vieux Bondini et tout. C'est assez joli. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est quelques tombstones, okay. Voilà, les victoires. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une tombstone? Un tombstone, c'est en fait quand on fait une opération, on reviendra un petit peu sur les transactions qu'on fait, à la fin pour se féliciter et garder en mémoire donc l'opération. On fait une petite sculpture, c'est un bien grand mot, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui permet de sanctuariser l'opération avec le nom des intervenants, voilà, ce qui permet à nos clients et à tout le monde dans le deal de garder ça. Tu mets ça sur ton bureau, sur ta chaîne. C'est un trophée quoi, c'est le trophée de la transaction. Exactement, voilà. Ok, en forme de coupe celui-là. Bon, mais tu dis presque 500 deals, mais j'en vois que 4 là. Ils sont où les autres? T'en as au fond, et puis après, il faut monter dans les étages là-bas. Chaque étage, on en met. Donc, c'est génial. Ouais, c'est marrant. Est-ce que tu peux nous raconter en 1 minute ce que c'est le métier de banquier d'affaires? C'est un métier de conseil. On accompagne les entrepreneurs sur leurs différentes opérations de capital, depuis la levée de fonds jusqu'à la cession, en passant par toutes les opérations qui vont jalonner le parcours de l'entrepreneur pour renforcer ses fonds propres, pour lever de la dette, pour racheter des boîtes, pour faire rentrer un fonds d'investissement. Voilà, on va le conseiller pour trouver le meilleur partenaire, le meilleur deal, les meilleurs termes dans la totalité de ces opérations. Ça, c'est le métier, un pur métier de conseil. Ensuite, en quoi consiste une transaction? C'est un process qui est assez long, qui va durer entre 4 et 7 mois, donc de préparation. Nous, on est un banquier très sell-side, donc tu connais bien le métier de la vente. Voilà, donc on adore le métier de vendeur. Je crois qu'il y a une réputation entre sell-side et buy-side aussi. Hein. C'est vrai. On dit que le sell-side est plus noble, je sais pas, mais nous, viscéralement, c'est là où on s'épanouit le plus. D'accord. À les aider à vendre quelque chose et nous, de sublimer l'actif. Et donc, il y a tout ce travail d'abord de préparation pour bien connaître la société. On doit, au bout d'1 mois et demi, la connaître quasiment aussi bien que son dirigeant, creuser, analyser. C'est ça qui est intense et qui prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, il faut en sortir la substantifique moelle qui va derrière te permettre d'aller marketer le dossier. Donc marketer, c'est quoi? C'est aller voir les contreparties des acheteurs, des fonds, des investisseurs, plein de catégories différentes, et de leur dire
voilà ce qu'est la boîte. Donc souvent c'est on va dire sanctuarisé dans un document qu'on appelle l'infomémo. Ouais. C'est un pack d'informations qui décrit l'entreprise, sa vie, son œuvre et surtout son futur. Et sur la base de ça et de rencontres avec nous, avec le management, un acheteur, un investisseur va formaliser une offre qui va nous permettre de sélectionner pour voir si c'est le bon partenaire pour aller plus loin. Et ensuite, il va rentrer, si on accepte de continuer à négocier avec lui, il va rentrer dans une phase 2 qu'on appelle de due diligence, d'audit, où il va vraiment faire un focus très fort sur toute l'entreprise pour lui la connaître parfaitement. Et à la fin de cette phase, si la motivation des deux parties est toujours là, ça va être, on va passer la main aux avocats qui vont eux drafter les accords juridiques pour finaliser la transaction. Donc vous gérez tous ces aspects, toutes ces étapes pour le compte du dirigeant. Exactement. Afin qu'il vende sa boîte au meilleur prix, évidemment, dans les meilleures conditions. Le prix est un élément notable, mais pas que. C'est pas le seul. Exactement. C'est lequel l'autre élément notable auquel on ne s'attend pas forcément? Alors, ça dépend dans quel type de deal tu es. Si dans une vente pure, cession industrielle pure et dure, le prix va être le premier élément, mais le fractionnement du prix, j'ai envie de dire, la façon dont il est payé. C'est le fameux earn-out notamment. Voilà, les compléments de prix qui peuvent donc te prévoir un énorme prix facialement. Mais si on ne te paye que 50% au moment de la transaction et 50% qui sont conditionnés à des perfs, de la progression. Voilà, et des perfs qui sont inatteignables, en fait. C'est un mauvais deal. Exactement. Donc ça, et les garanties aussi qu'un vendeur va donner à un acheteur, ce qu'on appelle communément les garanties de passif. Voilà, pour évidemment, pour un acquéreur, s'assurer que la gestion antérieure était propre, mais pour un vendeur, ça peut être, si des choses se révèlent ou que l'acquéreur est très pointilleux, il peut y avoir finalement a posteriori une réduction du prix. Et alors c'est notoirement connu que le métier de la fusion-acquisition, c'est un métier très prenant pour les banques d'affaires. Ça te remplit tes journées, mais je crois savoir aussi, et c'est pour ça qu'on est là, que tu es banquier d'affaires le jour et triathlète la nuit, en tout cas sportif la nuit. Ouais, triathlète, c'est un bien grand mot, mais sportif depuis longtemps toujours. Plutôt d'ailleurs, on pourrait rien, plutôt des sports individuels que collectifs. Et j'ai une théorie pour ça d'ailleurs. Garde-le pour après, on va en discuter. Exactement. Mais oui, on pose souvent la question. Chacun, à mon avis, a besoin, pour être performant, d'un exutoire. Le triathlon, c'est ton exutoire. Voilà, le sport et d'autres, général, exactement. Exact. Mais notamment ces dernières années, la course et le tri. Écoute, je viens de finir mon café. Je te propose qu'on passe à la partie sport tout de suite. Mais pour ça, j'ai un petit jeu. Tu as fait 2 Ironman, donc tu sais ce que c'est que de faire une transition. Je suis pas très bon. Ça va faire beaucoup de temps. On va regarder ça tout de suite, puisqu'on va se changer, on va se chronométrer le plus vite possible. Et ensuite, on se retrouve sur le vélo et on part sur le parcours que je t'ai préparé. Alors, tu me laisses un peu d'avance? 3, 2, 1, c'est parti! Je prends de l'avance. Hop. Ok, c'est bon. On est presque prêt. Ah, il y a Mickaël qui arrive! Punaise, ça glisse. C'est bon. Oh non! Ah bah, t'en as mis du temps. Hein. Ah punaise! Bon bah bien joué. Partie transition. C'est pour toi. C'est ta monture pour la journée? Voilà la bête. Magnifique. Mais attends, c'est pas toi Fabrice? Non, comme tu peux le voir, on me l'a prêté parce que moi mes vélos sont chez moi à Barcelone. Et parce que c'est vrai que tu vis à Barcelone. Exactement, je partage mon temps entre Paris et Barcelone. Okay. Et donc j'ai pas de vélo pour rouler à Paris. C'est pour ça que je te disais que j'avais jamais roulé encore en ville. Ici à Paris. Donc ce sera une grande première et ce sera une grande première sur ce trek. C'est un triathlète, non? Ouais. Exactement. C'est typique ça des selles de triathlète. Pour la petite histoire, ça permet de libérer certaines veines en fait qui sont compressées quand on est sur la selle. Ils ont inventé ces selles où au milieu c'est complètement évasé. Il est très beau. C'est le dernier Madone en fait avant les derniers où tu sais là il y a ça. Je sais pas si t'as vu maintenant ils ont enlevé cette partie de tige et c'est tout vide, c'est très beau. Mais celui-là il est légendaire. C'est le Segafredo, il est super. Voilà, moi j'ai toujours des prolongateurs donc là je vais faire 100. Ouais.
Bon, on n'en aura pas besoin, surtout en ville, là où ce qu'on va faire. Eh ben écoute, belle monture. Je te propose de découvrir le parcours. On y va? Ok, super. Là, on va aller à gauche après. Ah, c'est ambitieux. Hein. Le tournage en Paris. Ouais. Voilà. Bon, ça y est, on est en route. Ouais. Quand est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir d'envie de vélo? De vélo? Ouais. De faire du vélo de route, quoi. Je vais être très honnête. J'avais pas d'envie. Ah ouais? J'avais pas d'envie. En fait, je m'y suis mis vraiment pour les besoins de la cause. D'accord. Du triathlon. Tu voulais faire un triathlon? En fait, je courais pas mal. Ouais. Et sur un espèce de malentendu, Ouais. un jour, avec un pote, on s'est dit tiens, on ferait bien un triathlon, mais tu sais quoi? On va aller directement sur du longue distance. Ah, ton premier triathlon, c'était un longue distance? Ouais. Ah ouais. Et Donc engrainé par un pote, quoi. engrainé par un pote C'est souvent comme ça. qui a toujours des idées à la con. Et donc directement longue distance, donc bah il fallait monter sur un vélo Ouais. et il fallait apprendre à nager. Ah, parce que t'étais pas très à l'aise tout de suite en Je natation, suis quoi. hyper à l'aise dans l'eau, j'adore la mer, etc. Mais Ok. j'avais zéro technique. Ouais. D'accord. Et donc là, ouais, t'as dû apprendre. Oula. Et en fait, je me suis fait une espèce de parcours personnel où je me suis dit qu'il fallait que je m'entraîne et que j'apprenne tout ça par moi-même. Ok. Donc là, tu t'es retrouvé. Ouais, j'ai pas pris de coach, j'ai pas pris de prof. T'as beaucoup nagé. En fait, j'ai regardé les tutos sur YouTube. C'est magnifique YouTube, hein, t'apprends tout maintenant. C'est comme ça que j'ai appris à crawler. Ouais. Et bon, pour le vélo, il n'y a pas vraiment de technique, il faut beaucoup rouler. Beaucoup roulé. Voilà. Et la course, je partais avec déjà un bon foncier, donc c'était plus simple. Parce que ouais, toi, tu viens de la course à pied en fait. Voilà, ouais, je fais exactement. Tu vois, ça remonte 2009. La petite histoire, c'est un dimanche, ma femme s'est mise à courir. Elle me dit viens avec moi. On court et au bout de 500 mètres, je suis mal. Écrasé. Je suis mal, vraiment mal. Et je me dis c'est pas possible. Quoi. Toi qui étais sportif quand tu étais jeune, voilà, bon, qui t'a arrêté, truc, mais c'est pas Tu faisais possible. quoi comme sport plus jeune? Alors je faisais du tennis, beaucoup. Ouais. Donc je te le disais, beaucoup de sports. Indiv. Ouais. Alors tout à l'heure, tu nous as teasé, tu nous as dit ouais, je fais surtout des sports individuels. Ouais. T'as une explication? En fait, moi je pense qu'il y avait tu vois, un esprit de toujours un peu de compétition et de s'auto-évaluer. Et ça, tu l'as beaucoup plus, je trouve, en sport individuel qu'en sport collectif. C'est pour ça que même mon parcours initiatique du triathlon, là où tu peux aller rouler en groupe, t'amuser en drafting, tout ça, je me suis dit, bah non, moi je vais profiter de tout ça. Voilà, je vais faire tout ça tout seul. J'ai envie d'en chier. Mes sorties tout seul, j'apprends tout seul. Et tu vois, je sortais hyper rarement en vélo en groupe. Ouais. Et j'aimais bien ces moments où je me retrouvais tout seul avec moi-même. C'était déjà le cas en course beaucoup. Pour moi, c'est les moments d'égoïsme. Hein. Ouais. C'est-à-dire que t'as personne, pas de famille, pas d'amis. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien qui tient. T'es toi avec toi-même. Et pourquoi cette recherche de presque de solitude, d'effort solitaire quoi? Bah, donc moi j'ai la chance d'être bien avec moi-même. Tu vois, il faut tout le monde l'est pas, hein. Tout le monde l'est pas. De passer du temps avec soi, moi j'aime bien. Ouais. Et puis ces petits moments, c'est un peu des. Tu vois, je parlais d'égoïsme, c'est le moment où tu dois des comptes à personne, tu réfléchis à tout et à rien. Tu penses au boulot quand tu roules? Ouais. Ouais. Tu penses à quoi? Tout, tu peux. Nous on est habité par les deals si tu veux. Donc les deals en cours, tu penses tout le temps. Ouais. Et c'est intense hein? C'est intense, oui, après, je pense que c'est pas plus intense que dans d'autres métiers, hein, mais. Je crois avoir vu quand même que, tu vois, il faut avoir pas mal de potes qui bossent en FUSAC, parler de journées non-stop, de 18, parfois 20 heures, où tu rentres chez toi, tu dors et tu repars et tu vas bosser, quoi. C'est pas une légende, ça, c'est la vérité quand même. C'est la vérité, c'est vrai. C'est plus intense, mais t'es peut-être moins impliqué dans le travail de
c'est un gros travail d'analyse, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, témoin. Faut presque t'en saches plus que l'entrepreneur en un mois et demi, quoi. Exactement, mais ça, nous, on participe à tous les rendez-vous avec les entrepreneurs. Après, témoin, en effet, dans l'analyse. Témoin dans l'analyse, pour autant, tu es habité par le dossier parce que c'est toi qui le portes. Ouais. L'entrepreneur t'a confié une partie importante de sa vie, de son patrimoine, et donc tu peux pas le décevoir. C'est l'épreuve du feu en fait, hein, parce que... Comme quand tu as passé ton permis de conduire, ah ouais, et qu'on te dit va sur l'étoile. Va sur l'étoile, si tu passes cette épreuve, c'est gagné, on a un super beau soleil, c'est l'avantage de se lever tôt. On est accueilli par la gendarmerie, c'est magnifique. Ouais, on va se faire escorter, parce que là, c'est du jamais vu. Et donc, sur ces 2 tours, je te propose d'en profiter. Ouais. Pour me parler de ce qu'on ressent la première fois qu'on fait un Ironman. C'est quand même une expérience transformative, tout le monde le sait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Si tu es bien préparé quand tu arrives le jour de la course, il y a des émotions parce que c'est l'aboutissement. Ouais. Mais honnêtement, tu en as beaucoup plus chié pendant l'entraînement et pendant toutes les semaines et les mois avant. Ouais. Est-ce que tu vas me dire que finalement, ce qui compte, c'est plus le voyage que la destination? C'est ça, on pourrait exactement avec la bonne phrase à la con, non, mais c'est vrai. C'est un peu la phrase à la con. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Non, moi, l'émotion, c'est, je vais te dire, la plus grosse émotion que j'ai eue, c'est, on avait fini le vélo, on allait attaquer la cape, je fais ma transition, et là, à la sortie de la transition, il y a ma femme, mes enfants, mon père. Ouais. Ah, magnifique. Et mon meilleur pote qui sont là. Ouais. Et ma fille avait fait un dessin me représentant Ironman, et je l'ai pris et je l'ai foutu à l'endroit de mon dossard. Ah oui. Tu vois, pour aller courir les 42 bornes. Ça t'a donné la foi. C'est une aventure, au final c'est une course individuelle, ouais. Mais c'est un travail d'équipe quand même. Et puis tu vois leur regard. Donc là tu prends le dessin, tu l'emmènes avec toi. Exactement. Tu le ruines parce que tu es plein de sel et en sueur. Et je l'ai ruiné parce qu'il a plu. Et il a plu, ah oui, pas évident. Il a plu et donc derrière je finis la course et mes enfants étaient là près de l'arrivée. Je les ai pas vus au moment de l'arrivée, okay. Il y avait trop de lumière, voilà. Ouais. Mais je les ai vus juste en sortant. Et là en fait, la fierté qu'ils ont, si tu veux, te rend toi hyper fier. À la fin, c'est quand même, tu le partages de cette façon-là avec la famille et les proches. Ouais. Ah, donc là, c'est incroyable. Et tu savoures tout après, quoi, j'imagine. C'est quoi le premier truc que tu décides de faire? Bon, c'est vraiment la prépa, il y a quand même pas mal de sacrifices. A posteriori, tu veux dire? Ouais. Tu passes la ligne, de quoi tu as envie, tu vois? C'est quoi l'idée? En fait, je m'étais toujours dit que le lendemain, j'irais aller bouffer un hamburger. Et en fait, t'as pas du tout envie. Et bah, tu sais quoi, j'y suis allé. Ah oui? Je l'ai bouffé, le Big Mac. En l'occurrence, c'était un Burger King, un Whopper. Ouais. J'y étais pas bien du tout après, mais pas bien du tout. Et toi d'ailleurs, comment t'as commencé le tri? Le tri, ouais. C'est un peu la même histoire que toi. Un pari à la con? Alors, pas tout à fait un pari à la con. Je suis allé, alors pas avec ma femme, mais avec mon père. Écoute papa, t'es sympa, mais pour sa pied là que tu me racontes, ouais. C'est rien quoi. Et je suis parti avec lui, à l'époque j'avais même pas de basket. Je suis parti, tu sais, avec les petites Ben Simon, les petites tennis les Ben Simon, que tu mets en été. Ouais. Il m'a mis une torgnole. Et comme j'avais un petit peu d'ego que mon père me batte à la course à pied, là tu vois, je me suis mis à la course à pied. Et maintenant t'es plus vélo ou? Alors vélo, j'ai toujours une toile de fond parce que j'ai la chance d'avoir un super groupe de potes. On se retrouve tous les samedis et les dimanches. Et vous sortez où? Et on sort en vallée de Chevreuse à Paris, je suis assez connu par là-bas, ouais. Mais toujours triathlon. Comment ça se passe cette sortie ville-Paris pour toi? Écoute, en fait, je suis content de les faire à Barcelone. Je pense que parfois, on parlait d'Ironman, nos proches, ils ont envie de nous enfermer à la maison parce qu'on s'entraîne trop. C'est ça. Comment tu vis ça, toi, avec ta famille et le fait de devoir t'entraîner, surtout sur les périodes proches courses? Ouais, voilà, parce que honnêtement, le reste du temps, tu vois, c'est quand je prépare rien, c'est entre la salle, les sorties et tout, tu vois, c'est pas énorme, ça va être 8 heures par semaine. Ouais, quand même. Ouais, mais bon, c'est vachement contrat le week-end. Hein. T'es plutôt matin ou le soir quand tu t'entraînes? Matin. Matin.
T'avais un projet de trail avec ta femme? Ouais. C'est chouette ça. Ah, c'est top ça. Vous allez faire quoi? On va faire un premier petit trail, si je puis dire, mais tous les deux. Ok. Main dans la main ou bâton dans bâton. C'est un 50 bornes avec 1007 de D+. Ok. Autour de Barcelone. Ah mais pour un premier trail, 50 bornes, Ouais, c'est pas rien. C'est déjà significatif, ouais. Est-ce que ça vient de, son envie, elle vient de toi, ou elle te voit t'entraîner, etc. Ou c'est un truc qui est venu d'elle-même à ton avis? Écoute, non, là pour le coup c'est venu d'elle-même. Ouais. Bon, je te dis, quand on reprend l'histoire, c'est elle qui a couru en premier et c'est parce qu'elle m'a mis... Ah bah oui, c'est vrai, l'histoire elle part d'elle en fait. Exactement. C'est un retour aux sources, Voilà, ce trail. la boucle est bouclée. Je pense que c'est compatible avec ton boulot? Moi, honnêtement, je pars du principe que tout ça c'est compatible. Ouais. À partir du moment où... En fait, c'est qu'un jeu de sacrifice si tu veux. Est-ce que le samedi matin à 7h, t'es dans ton lit? Ouais. Ou est-ce que t'es déjà en selle à aller faire 80 bornes quoi. Tu vois, et si franchement si tu le fais bien, tu vois, à 10h t'es chez toi. Ouais. Bon bah voilà quoi, la journée elle est pleine. Et même quand je m'entraînais fort, quand j'étais au bureau ici à Paris, je sortais tôt le matin courir. Okay. J'allais le soir tard dans un centre genre dynamo et j'allais m'entraîner pendant 1 heure plutôt pour faire une sorte de fractionné quoi. Ouais. Mais c'était cool. Tu penses que c'est compatible Là tu disais... Donc oui, ça l'est à partir du moment où tu vois, tu fais des sacrifices. À un moment donné, tu fais des sacrifices par rapport à ta famille. Ouais, mais quand tu as un deal qui tombe, que tu as une presse à sortir... Mais, dans ce cas-là, tu priorises. Et puis tu le remets à un autre moment. Tu n'as pas le droit de prioriser le sport, pas dans ce métier-là. Difficile. Comment vous gérez ça? Je reviens là-dessus parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse et je pense qu'il va intéresser les gens qui regardent. Il y en a pas mal qui connaissent ces métiers de la finance. Les gens, ils sont passionnés, tu vois. Ils pensent M&A, ils dorment M&A ou parfois ils dorment pas M&A. Comment vous avez décidé d'aborder ça chez Cambon, sachant que vous êtes quand même connu pour avoir un taux de turnover dans vos équipes qui est très très bas. Ouais, je te confirme. La charge de travail inhérente à la fusion-acquisition, comment vous proposez aux gens de la gérer? C'est quoi la philosophie chez vous? Nous, la chance qu'on a eue en fait au début, c'est que David, quand il a lancé ça et quand je l'ai rejoint après le lancement, on ne venait pas véritablement de grandes banques d'affaires. D'accord. On ne venait pas du tout de grandes banques d'affaires. Et du coup, on n'avait pas tous les stigmates de ce secteur-là. C'est quoi les stigmates? C'est justement du présentéisme, bosser à outrance, tu penses que c'est faire de l'overkill. Il y a un petit peu... pas nécessaire ce temps de travail? Il y a une espèce d'esprit là-dedans. Si, il y a t'as le droit de dire du mal les autres. Hein. Non, il y a beaucoup de travail. Après, il y a la façon, si tu veux, dont on le fait. Quand on passe ses journées à aller pitcher des clients out of the blue, ça prend énormément de temps. Ouais. Quand tu connais bien ton écosystème, que tu l'as travaillé, ça prend beaucoup moins de temps et tu peux te focuser sur les deals. Le pari qu'on a fait de s'hyper spécialiser sur des secteurs évidemment qu'on trouve porteurs, la tech en premier lieu, ouais. Et ce qui nous permet d'évoluer dans un écosystème qu'on connaît bien et avec donc on n'a pas besoin de découvrir le secteur tous les jours. Donc ça nous permet de nous focaliser sur l'exécution des deals, sur la production, sur l'exécution, je pense de façon plus qualitative. D'accord. Et donc pour revenir à ton point, ne venant pas de ces grandes maisons, finalement on a mis en place une espèce d'esprit Cambon qui est justement différent de ces grandes maisons. Je pense qu'on a plus de bienveillance et on a intégré, mais grâce à nos clients qui sont beaucoup de jeunes entreprises, ce côté, j'ai envie de dire, où tu dois donner du sens. À partir du moment où ils se dédient tellement au travail, à la boîte, tu es obligé de leur amener plus que des deals. Ouais. Tu es obligé de leur amener sur le lieu de travail tout. Donc, c'est quoi tout? Tout, bon évidemment, tu les nourris. Tu vas
les transporter. Ouais. Tu vas faire venir un coiffeur, un petit massage au bureau. L'accumulation de ces petites attentions font que les gens restent. Alors il y a quand même un truc, il faut qu'on en parle, c'est la REM. Ouais. En M&A, les rémunérations sont plus élevées que dans certains secteurs. Ça fait partie des secteurs où ça paye le mieux et ça fait partie de ces compensations. Bien sûr. Pareil, la nourriture, etc. Je pense que les gens sont très curieux de savoir comment ça fonctionne en termes de paliers. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est quand même très processé. Il y a des postes, on affiche des rémunérations. Est-ce que tu peux nous donner des indications là-dessus? Oui, bien sûr. Alors justement, nous là-dessus, à nouveau, on est un peu hors norme. Ok. Sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que justement, malgré qu'il y ait des grades évidemment d'analyste, associate, VP, etc. D'ailleurs, l'ordre, hein, c'est d'abord analyste, ouais. Ensuite associate, ok, ensuite VP, ok, directeur, ouais, MD comme managing director, ouais, et partner. et partner, Michael Partner. Voilà, En même temps, ça fait 19 ans que tu es là. Hein. Voilà, exactement. Et donc, malgré qu'il y ait ces grades, nous, il n'y a pas des rémunérations identiques pour des personnes qui sont au même grade. Parce qu'on raisonne beaucoup à la méritocratie. D'accord. Ce qui fait qu'après, ça peut être du simple au double au sein d'un même grade, mais tu as des différences. Tu restes quoi, 3 ans 2 ans 3 ans par cycle en général, exactement. Ouais. Mais sachant que chez nous, il y a comme on fait ces parcours sur mesure. D'accord. Tu as des gens qui sont VP, donc le 3e stade, ouais. Au bout de 5-6 ans. D'accord. Parce qu'ils ont excellé dans tous les domaines et ils remplissent tous les critères. Donc, fast track, il y a un fast track chez Cambon. Il y a beaucoup de fast track. L'autre différence qu'on a, c'est que nous, on paye des bonus 2 fois par an. 2 fois? Ah oui, normalement c'est 1 fois, en fin d'année. C'est 1 fois par an, exactement. Dans les banques d'affaires en général, c'est 1 fois par an quand les résultats de la banque ont été connus. Ouais. Tu vois. Donc c'est des trucs qui arrivent en général en mars, avril. Nous, 30 juin, 31 décembre, nos collabs ont leur bonus. Ok. Donc on fait un assessment de la performance semestrielle. Ouais. Et évidemment, c'est là où on leur débloque leur variable. Ce qui fait qu'il y a des événements, entre guillemets, de liquidité pour eux, plus souvent. Ouais. Ce qui est honnêtement, surtout pour les catégories jeunes, assez différenciant. Ouais. La partie variable est assez importante et sur les grades les plus hauts, ça peut représenter 300 ou 400% de ton fixe. Il y a combien de partenaires chez vous? Aujourd'hui, on est 8 partenaires. 8 partenaires. Sur une 50aine de personnes. 8 partenaires et la plupart des partenaires, à savoir 6 sur 8, sont des bébés Cambon. C'est-à-dire là depuis quasi le début? Ou première expérience M&A, qu'est-ce que tu appelles bébé Cambon? Bébé Cambon, c'est des gens qui nous rejoignent très tôt. Ouais. Et qui ont grandi avec nous. D'accord. Donc oui, les gens gagnent très très bien leur vie. Voilà, maintenant... On veut des chiffres. Si tu veux, je pourrais te dire, un analyste quand il rentre dans ce job, il va attendre d'une banque d'affaires, en fonction s'il est sur du small, mid ou large cap, donc des deals que font des boutiques jusqu'à des deals que font Goldman Sachs. À Paris, hein, j'entends, il va attendre, si tu veux, d'avoir un package à l'année entre 80 et 120 000 euros. Ok. Bonus compris? Ouais. Ok. Voilà. Pour une première année, c'est plutôt pas mal. Donc tu viens d'arriver, tu sors d'école et tu t'attends à être 3 ans, donc il va y avoir des variantes, ça a donné un range, mais... Oui, le but, c'est là où on est assez attentif, c'est de les faire si tu veux, évoluer année après année, qu'il n'y ait pas de plafond de verre, qu'ils soient justement très peu impactés par les résultats de la boîte, ouais. D'où ces bonus semestriels. Et je te dis, là, nous, la meilleure mesure, c'est vraiment la rétention. Je pense qu'on offre le package, tu vois, au global. Je pense que le setup qu'on a, il est assez imbattable, je dirais, en termes de qualité de deal, nombre de deals,
comment dire, les de gens fun. cherchent ça aussi, Bien sûr. c'est des beaux deals quoi. Faire des beaux Exactement, deals. de plaisir au boulot, de rémunération, d'avantages, tout ça, le package global. C'est pour ça que les gens restent. Je pense que oui, tu peux toujours être mieux payé si tu vas faire du large cap chez Goldman Sachs à Londres, certainement. Est-ce que tu vas avoir la même qualité de vie? Je pense pas. T'as déjà roulé, derrière nous il y a l'anneau de Longchamp, endroit mythique. Même en France, hein, je crois que c'est le segment Strava le plus emprunté de France. T'as déjà eu l'occasion de rouler ici? Jamais. Jamais? Jamais, et moi les gens qui roulent, on dit que c'est quand même une ambiance spéciale. Ah, c'est la bagarre hein. Ouais. On le fait en 1 minute. Analyste, t'es analyste en M&A. On dit pas chez Cambon, si tu veux, je te facilite la tâche. Allez. 80, à Paris, 120. hein. À Paris, en boutique. Après, il y a des différences, j'imagine, chez Lazare et Rothschild, c'est peut-être pas le même prix que des indépendants qui sont une dizaine, bien sûr. que vous. Bien Ok, sûr. donc on a dit d'abord c'est analyste. Tu es analyste, tu démarres ta carrière, 80-120 000, bonus compris. Ouais. Ensuite, tu es associate. Ouais. Associate, Non mais si tu le fais simple, tu vas essayer d'aller tendre vers les 150-200, tu vas passer VP, tu vas essayer d'aller chercher les 250-300, le directeur 400 et après 400 et plus quoi. Et après c'est 400 et parce que partner, c'est quoi? C'est en fonction de... Parce que là il doit y avoir des grosses variantes sur honnêtement, il n'y a pas un modèle. Toutes les banques d'affaires ont des modèles ça différents. dépend des années. Tu prends une banque commerciale comme Société Générale ou BNP. Eux, si tu veux, ils ont un département investment banking où dedans, tu as tout. Tu as du M&A, mais tu as les marchés, tu as plein de trucs. Et en fonction du résultat global, si tu veux, de l'entité, ensuite, ils répartissent. Si tes petits collègues des marchés ICM, DCM n'ont pas fait une bonne année, bah, potentiellement, toi au M&A, tu vas être impacté. Quand tu es partenaire, tu as forcément une part du capital, il y a un véhicule, comment ça fonctionne? En fait, tout est pareil. Dans les grandes banques, c'est un titre. Ouais. Moi, je parle plus des boutiques en l'occurrence. Oui, les boutiques, en règle générale, oui, un partenaire doit à une portion du capital. Parce que tu achètes ou qu'on te donne? Pareil. Ça dépend. C'est pas que je vais répondre, mais ça dépend où en est la boutique si tu veux. Le cas est pas facile, ça dépend. Mais où en est la boutique mais toi, quand tu es arrivé, j'imagine que tu as des conditions que tu n'aurais jamais aujourd'hui si tu es arrivé. Elle venait d'être créée la boîte. Mais tu as pris un risque aussi, hein, c'est normal. Hein. Ouais, mais c'est une histoire entrepreneuriale. Tu connaissais David d'avant? Je l'ai connu le jour, à peu près le jour de la création de Cambon. C'est quoi la taille des opérations à l'époque à peu près et maintenant en moyenne? À l'époque, si tu veux, c'était entre quelques millions d'euros et 30 ou 40. Tu vois, c'était déjà, quand on a fait la première opération à 40 millions, c'était énorme. Énorme. Et maintenant, tu vois, la taille de nos opérations moyennes, elle est au-dessus de 100 millions d'euros. En moyenne, plus de 100 millions d'euros. Ouais. Ok. Tu parlais des grands acteurs et des différences que notamment ils ne font pas de la levée. Si tu pouvais choisir une chose à piquer, une des top boutiques françaises, ce serait quoi et à qui? Ça va leur piquer et de le mettre chez Cambon. Non, je réfléchis. C'est une chose peut-être, tu vois, qui donne une confiance aveugle à certains clients, c'est quand tu regardes Rothschild, il y a écrit tu vois, established en ah ouais, le fait que ce soit ouais, bien sûr. Si tu veux, quand tu as une marque établie d'aussi longtemps avec toute l'histoire qu'ils ont écrit, ça te facilite quand même pas mal les choses. Nous, on peut toujours écrire existe depuis 20 ans, mais bon, tu vois, c'est un peu le message est différent. Tu penses qu'il y a une différence, par exemple, entre avoir 20 ans et 40 ans d'expérience dans la tête du client? L'expérience, en cas d'ancienneté? Si, on l'a vécu quand David l'a monté, il avait 31 ans, j'ai eu de l'argent, j'avais 28 ans. Là, on voit pas avec mon casque, mais si tu veux, j'ai beaucoup de cheveux blancs, j'en avais pas. C'était dur, hein. Franchement, de faire adhérer les clients à des petits jeunes avec peu d'expérience. Donc oui. C'est incroyable ce que vous avez fait. Même si, et on le pense pour toutes nos équipes, la qualité n'attend pas le nombre des années, t'as quand même cet effet-là. Donc évidemment, après 20 ans, on en souffre moins, mais si tu me demandes la chose qui pourrait faciliter encore plus sur des gros deals, ce serait ça. Ouais. Je sais que tu as des moments de tension dans les deals, des moments de négo un peu forts. Ouais.
C'est quoi ton souvenir de négo, de deal qui se retourne ou dont la trajectoire change fortement? Écoute, moi, tu vois, le dernier en date un petit peu comme ça, c'était la chose à peu près imprévisible. On avait un closing, hein, donc closing, c'est le jour où, pour faire basiquement, tu signes l'entièreté de la documentation et le cédant reçoit son cash. D'accord. Donc on va dire assez important, l'aboutissement de toute une opération. On devait le faire le vendredi 13 mars 2020. Ok. Vendredi 13, ça commence comme ça. Bon, Okay. ça commence comme ça. Et si tu te rappelles bien, dès le 12, l'Italie, l'Espagne avaient confiné. Ouais. Je crois que c'est venu le 15 en France, ou le 16. Bref, les gens avaient déjà conscience de ce qui se passait. Et les banques commençaient un petit peu à tirer les sonnettes d'alarme. Donc le 13 mars à 9 h du matin, l'acquéreur nous passe un coup de fil, nous a dit écoute, je viendrai pas. Aïe 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 aïe. Voilà. Et bon, écoute, tu te prends un sacré coup sur la tête. Hein. Parce que vous n'êtes pas payé si ça signe pas. Eh oui. Donc c'est que de l'invest de people. C'est la mais il beauté faut que ça aille au bout, sinon c'est mort. Exactement. Il y a un taux d'échec moyen sur le marché. À quoi il faut s'attendre? Sur le marché, même des très belles boutiques, si tu veux, des grosses boutiques, pour certaines prennent sont dans la loi des grands nombres. C'est-à-dire prennent énormément de deals. Ouais. Et finalement on sort si tu veux, relativement peu. Peut-être, je te donnerai pas de nom, mais il y en a qui atteignent juste des 50% si tu veux de taux de conversion. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils vont bosser sur 50% des deals sur lesquels ils bossent. Vont au bout. Ah ouais. Parce qu'ils abandonnent vite. Ou parce que ta théorie c'est que c'est parce qu'ils abandonnent vite. Ou voilà. Okay. Soit parce qu'ils ont mal sélectionné le mandat, ouais. Soit parce qu'ils abandonnent vite. Nous, historiquement, si tu veux, on oscille autour des 90%. Ah ouais. Donc là, il y a une sélection à l'entrée. Hyper importante. À la fin des fins, on a vendu cette boîte en novembre 2020 à un autre acquéreur, un peu plus cher. On vient de rentrer dans le parc de Saint-Cloud. Ouais. Dans le parc de Saint-Cloud, il y a sa fameuse montée qui va servir de support à la séquence habituelle intensité du business ride. Donc ma proposition, c'est d'utiliser cette montée avec la même tonicité que quand tu as envie de gagner un deal et que tu es en phase finale. Ça te va? Écoute, ouais, c'est pas mon meilleur jour en termes de sommeil, mais... C'est vrai que tu t'es couché à 3h30 hier, 3h15. 3h15, et qu'il y a un vélo qui n'est pas à ta taille. Mais bon, pas d'excuses. Pas d'excuses. Dans les deals, il n'y a pas toujours tout qui va non plus, j'imagine. Exactement. Allez, let's go, on va aller jusque là-haut, tu verras, il y a une petite surprise. C'est la dernière ligne droite. On y va. Elle est pas facile, hein. Mais elle est belle. Si tu le dis. Encore, on va jusqu'au bout. C'est pas signé, hein, c'est pas signé encore. Allez. Encore. Allez. Cheville, encore. On y est presque. Là, ça monte un peu moins. Encore. La ligne d'arrivée, elle est spéciale aujourd'hui. Ouais. C'est la Tour Eiffel. Waouh. Ça valait le coup. Magnifique. C'est chouette, hein? Ah, c'est superbe. Bien joué. Merci de m'avoir emmené ici. Écoute, avec Top. plaisir, c'était une belle ascension. Ah, c'est superbe. À cette heure de la journée, c'est vraiment, On est seul. sublime. Les joies du vélo. Voilà. Michael, clap. Qu'est-ce que tu penses de la sortie pour l'instant, Michael? Écoute, sympa, quoi, surtout l'arrivée, quoi. La vue, elle est juste dingue. Je t'avoue que le début dans Paris, les pavés,
les nids de poules, etc. Moyen. Bien joué sur la place de l'Étoile. Ouais, c'était très sympa. Ça s'est Très bien joli passé. tournoi, non, ça m'a rappelé des vieux souvenirs de permis de tournure. Mais écoute, non, là, le lieu est génial. Génial. Bon, je t'ai préparé quelques petites questions, D'accord. notamment sur ta carrière en M&A. Tu as vu beaucoup de deals, tu faisais dire que tu en avais fait quasiment 100. Ouais. Tu as donc vu beaucoup d'entrepreneurs. Si demain tu devais investir dans une seule boîte, Je vais vexer beaucoup de gens All-in. là. Je vais vexer beaucoup de gens là. tu peux ne pas prendre des gens avec qui vous avez fait de deals. Ça peut être une boîte américaine, ça peut être méga, ça peut être petit. Ouais. Tu choisirais laquelle? Sachant que l'objectif, Ouais. c'est la rentabilité, c'est de faire tourner ton capital. D'accord. Non mais après, tu vois, tout dépend des objectifs que tu as justement de rendement Ouais. ou vraiment de filer. Je pourrais tu vois, jouer un truc un peu safe et te dire, allez, j'ai accès à OpenAI, j'investis dedans. Honnêtement, vu maintenant les investisseurs et vu la taille que ça, tu en parles de 150 milliards sur la dernière valo, j'ai envie de te dire c'est too big to fail, quoi. Ouais. Donc tu feras peut-être à x3, mais je pense que tu peux faire x1,5, x2, ça serait pour une partie un petit peu prise de risque. Ouais. Ensuite, si tu veux diversifier, tu vois, j'investirais déjà très US aujourd'hui, Ok. pas Europe. Je ne vais pas dire ça, là, vu là où on est, vu nos deals, mais en termes d'investissement coté, je serais très tech US. Et enfin, si je voulais vraiment faire une part de risque, à la limite, je demanderais à un gérant de dire va investir dans plein de fonds de VC français parce qu'ils Ouais. sont super bons. Ouais. Honnêtement, quand tu regardes en Europe, les mecs sont vraiment Parce qu'en forts. France, on a un edge sur les autres pays européens en VC. Hors UK, ouais. Ouais, ok. Ouais, franchement. UK, c'est le pays dans lequel d'ailleurs vous progressez le plus en ce moment, je crois. Exact, ouais, c'est là on recrute pas mal. Là on a 6 personnes et on va passer, je pense, assez vite à 10. Ouais. C'est assez cool d'avoir cet angle international, ce mindset, parce qu'on a beau avoir, moi j'ai fait mes études aux US, on a des gens qui ont un peu évolué par des échanges aux US, mais quand tu as vécu toute ta vie dans un pays anglo-saxon, le mindset et la façon d'aborder les deals, elle est différente, quoi qu'on en dise. Donc tu as des locaux qui sont là pour garantir qu'il n'y ait pas qu'il y ait un respect de la culture locale, enfin qu'il n'y ait pas de gap culturel entre guillemets entre des équipes françaises et ce qui se passe sur le marché local, quoi. Exactement, Ouais. exactement, et ça il l'assure bien. Ça peut être, d'ailleurs, on veut des gens qui parlent français, hein. Donc ils vivent en Angleterre, ils ont fait leurs études, ils ont évolué, ils sont anglais pour certains, mais ils parlent français. Ok. Donc il y a ce côté cross-culturel. Ça, c'est cool. Ouais. Franchement ça marche bien, ça prend bien. Ils nous aident sur beaucoup de deals à nouveau avec des investisseurs et des contreparties anglo-saxonnes, et je pense que très rapidement ils vont faire des deals locaux parce qu'ils sont assez bons pour ça, quoi. Ok. Deuxième question pour toi. Tout s'arrête, tu décides de quitter l'aventure Cambon pour monter une boîte. Tu montes quoi? Alors, certainement pas, hein, tu as un cabinet de conseil en M&A. T'as pas le droit de le dire de toute façon. Non, ouais. Non mais tu vois, il n'y a pas mieux que Cambon. Donc si, ça serait pour changer, franchement, totalement de voie. Et honnêtement, je ferais plutôt un truc, même si c'était pas forcément raisonnable financièrement, quelque chose plutôt, tu vois, dans l'hospitality. Ah ouais? Ouais. Donc quoi, un camp d'entraînement dans le sud de la France? Ouais, alors pas dans le sud de la France, tu vois, si aujourd'hui tu me disais, voilà, t'as ta carte blanche, Ouais, ta carte blanche. va ouvrir un truc, alors j'irais en Nouvelle-Zélande, Ok. parce que tu vois, j'y étais cet été, c'est pour moi Ouais, le ouais. plus beau pays du monde. Ouais. Et quand t'aimes être à l'extérieur, Pour la partie nature, hein, c'est ça que tu veux. franchement, il n'y a pas mieux. Quand t'aimes justement aller courir, faire T'as pu faire rouler du là-bas? vélo. Non, Non, t'as j'étais pas avec roulé? la famille et tout, Ok. mais on a fait des petits treks, etc. C'est incroyable. Donc Génial. monter un concept de lodge un petit peu haut de gamme et avec des coachs qui seraient là pour les gens, ça j'adore. Ah ouais. Pour la suite peut-être. Ouais. Ce serait pas raisonnable financièrement, ce Ouais. qu'on est, ce serait une. Un trou. Voilà. Mais par contre, à mon avis, je m'éclaterais bien. Ouais. Ok. Et dernière question. Tu dois changer de boutique. Il n'y a pas, c'est pas possible. Il n'y a rien qui te fait envie. Ah non. Qui pourrait. Non, mais quand. Tu sais, dans les 8 associés, notamment ceux qui étaient là au début et le plus tôt, évidemment David, puis moi derrière et d'autres, c'est
c'est pas être banquier d'affaires, c'est être entrepreneur. Finalement, tu vois, on a monté ça, on l'a développé, on continue à le développer. Donc, j'ai envie de dire, ça s'est tombé dans le M&A, mais je pense qu'il y avait cette fibre pour beaucoup d'entre nous d'entrepreneuriat, de monter, de développer quelque chose, et c'est ça qui nous anime. Allez, vraiment, j'ai zéro intérêt. Non, une fois que tu as bossé pour toi, tu n'as plus envie de bosser pour un autre en plus de base. Et puis, moi, je suis convaincu qu'on a le meilleur setup sur la place, donc je ne trouverai jamais, même en remontant, remonter une boutique pour faire la même chose que quand on monte, parce que pour moi, c'est le meilleur modèle, aucun intérêt. Et rejoindre une autre boutique qui sera pour moi moins bien, aucun intérêt. Avec tous les entrepreneurs que tu as rencontrés, du coup, on repense remonter un projet, etc. Est-ce que tu as réussi à tirer une forme de modèle, de constante, de pattern chez ces gens qui finissent par sortir, qui est une forme de réussite aujourd'hui? Ouais, moi je pense qu'il y a pas mal je ne suis pas le seul à le dire, hein, des VC le disent depuis un bon moment, qui maintenant ils investissent plus sur les hommes que sur le projet. Ouais. C'est cette capacité toujours d'agilité, d'adaptation au marché, de changement de business model. Finalement, tu vois, il y a 10, 15 ans, 20 ans, tu disais ouais, il faut l'entrepreneur stubborn qui a une idée dans la tête, il va l'exécuter quoi qu'il se passe, il y a les murs, les trucs, il va tout défoncer, il y arrivera. Je trouve qu'aujourd'hui, finalement, ceux qui ont mieux réussi, c'est il y avait le mur. Alors, soit tu peux décider de le défoncer, mais soit tu peux décider de le contourner, soit de le monter, soit de le couper en deux. Et du coup, cette capacité de changer de business model, d'adapter ses équipes, cette agilité, l'entrepreneur maintenant sait le faire, les investisseurs le comprennent, parce qu'avant, tu disais attends, tu les convoquais à un board en disant les gars, on s'est gouré, là on a mis 10 millions d'investissement, en fait c'est pas bon, on jette à la poubelle et on refait. Avant, tu ne pouvais pas avoir cette discussion. Tu passais pour un clown, il ne sait pas ce qu'il veut, il change d'avis tout le temps. Aujourd'hui, tu vas leur expliquer pourquoi tu le fais et pourquoi tu penses tu as fait une erreur. Tu l'expliques, tu l'assumes, mais que le prochain coup, là, tu sais pourquoi ça va marcher. Et maintenant, c'est tout à fait reçu. Donc c'est des gens qui sont globalement agiles. Agiles, évidemment résilients, mais ça, c'est comme tous les entrepreneurs. Mais voilà, cette agilité d'esprit qu'ils peuvent avoir de s'adapter tout le temps au marché, parce que les choses vont plus vite, les technos, le cycle technologique est de plus en plus rapide. Donc nous, dans ces secteurs qu'on court, il faut avoir cette agilité. Okay. Et au contraire, il y a des défauts ou des choses qui pourraient paraître pour des défauts que tu vois souvent, des traits de caractère forts. Oui, alors pas un défaut, mais le côté un peu one-man show. Ah ouais. Moi, je trouve que de plus en plus, tu vois, on voit des duos, des trios d'entrepreneurs. Ce que tu as fait, tu vois, de lancer une activité seule, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Et donc, aujourd'hui, tu as envie d'avoir le monsieur tech, monsieur vente, monsieur CEO qui contrôle tout ça. Et je trouve que c'est pas une erreur, mais la chose la plus dure, c'est de se lancer seul. Ouais. Et d'ailleurs, la part de boîtes sur lesquelles vous faites des deals où c'est des solo founders, tu as une idée dans les grandes lignes, hein, évidemment. Vraiment solo founder de moins en moins, je pourrais, honnêtement. Mais parce que les conseils des VC, c'est de se lancer à plusieurs. Il y a plein de VC d'ailleurs qui disent qu'ils ne prennent pas de deal sur des solo founders. Tout à fait. Ou tu as aussi des sujets pareil, qui sont acceptés maintenant, des sujets de couple. C'est des couples qui montent. Avant, ça c'était infinançable. Très dur. Et maintenant encore? Non, je pense que c'est passé. Vous en avez déjà fait? Ouais. Okay. Voilà, après, il faut arriver à séparer sa vie de couple de sa vie d'entrepreneur. Parfois, les deux ne sont pas forcément alignés d'ailleurs. Okay. Mais oui, ça se finance. Ok, super. Écoute, ce que je te propose, c'est de rentrer parce qu'il commence à faire froid quand même, l'air de rien. Je crois qu'il faisait 7 degrés ce matin quand on est parti. Ouais, je l'ai bien senti là. Et puis on va passer à la partie course à pied. On va aller sur les quais de Seine, ça te va? Parfait, Allez, let's go. Mon meilleur moment.
Attends, on là- a vu des gens de chez Cambon là sortir pour aller courir. Ouais, ça c'est Vous avez presque une équipe là. les quelques marathoniens qu'on a, ouais. C'est génial. C'est un critère à l'embauche ou pas? Bah évidemment. Ouais, j'en étais sûr. Attends. Il n'y a plus, c'est fini les diplômes, Non, l'époque non. des écoles prestigieuses. Le mec qui a fait HEC mais qui fait pas les 10 en moins de 50, Voilà. il rentre pas. Voilà, c'est ça. Ça marque plus de points si tu fais un bon chrono sur 10. Ça me paraît logique. Hein. Et justement d'ailleurs, ce serait quoi le parallèle un peu évitant entre un deal Ouais. et le sport en général, disons la course à pied? Bah nous, si on a l'habitude de dire qu'un deal, c'est un marathon, certainement pas un sprint. Ok. Donc les efforts d'endurance, c'est parfait pour illustrer nos deals en fait. Ouais. Il faut partir sur un bon rythme, pas trop vite, Ouais. comme il faut. Et une question On de peut se tempo, prendre le mur des vachement. 30, tu vois, Ah ouais, sur c'est quoi le certains mur deals, des tu vois. 30 sur un deal, ça correspondrait à quoi? des renégos de prix, Ouais. voilà, mais il faut savoir rebondir. Ok. Et la prépa, c'est quoi la prépa? C'est la Ouais. phase Exactement. amont? Nous on appelle ça justement la phase préparatoire, donc c'est exactement ça. C'est se préparer à lancer le deal. D'accord. Donc comme je te disais, c'est connaître la boîte, la comprendre, l'étudier, l'analyser. D'accord. Connaître la boîte, la comprendre, l'étudier, l'analyser. Et donc c'est là où c'est dangereux parce que si tu te retrouves face au client, Ouais. tu es censé lui raconter le deal que tu imagines, ce qui va être possible ou pas. Ouais. Ça peut t'arriver de te planter. Parce que normalement, il en sait énormément au moment où vous discutez, quoi. Oui, il connaît son business. Ouais. C'est pas son métier de chercher des acquéreurs ou des investisseurs Ça, c'est sûr. et de négocier. Donc il a besoin de nous. Ça peut nous arriver de nous planter sur le diagnostic. Oui, rarement. Donc ouais, c'est tentant d'afficher une valo très haute pour séduire, si tu veux, ton prospect. Ouais. Le fond de l'histoire, si tu es déceptif, parce qu'en fait, tu lui avais dit 200 et qu'à la fin, tu lui remets une valo à 120, Ouais. très dur. Et honnêtement, on veut pas avoir cette réputation de Ouais. mec qui... Qui Survendre un comprendre deal. le deal et ouais. Non. Et, ça, tu peux le faire une fois, deux fois, mais tu dures pas. ça t'a déjà tenté quand même? En fait, c'est quand tu apprends que tu as des concurrents et qu'eux ont bidé un certain... Et ouais. Voilà. Là, t'es marron. Tu dois réagir. Exactement. T'as quoi comme levier? Bah, tu as le levier d'augmenter un petit peu ce que C'est. exactement. Ouais. Et puis d'expliquer les mécanismes autres. Et de dire, écoute, regarde pas que la valo, Ouais. regarde, on en parlait avant, hein, tous les autres termes du deal, la structure de prix, ce que tu es payé en cash, en action, les garanties que tu donnes. Donc ton travail à ce moment-là, tu veux sortir de la discussion prix, Exactement. c'est de l'éveiller sur du risque, peut-être autour du deal, Pas des du choses risque, sur non, lesquelles les autres banques n'auraient pas forcément appuyé. Faut pas être anxiogène, mais l'éclairer sur les autres termes d'un deal. Il n'y a pas que le prix. J'étais à la ramasse ce matin, Ouais, et d'être allé faire cette petite sortie vélo et maintenant en courant, ça fait du bien. putain, ça te vide la tête. Et ben voilà, c'est parfait. Et C'est ce surtout, qu'on tu veut. relativises. Profite qu'on soit là à faire le sport du midi finalement, parce que là tu serais déjà en train de courir en temps normal. Pour parler de la pression dans ton job, du fait de tes responsabilités, de l'importance des deals. Et du coup, je me posais une question, c'est est-ce que tu as déjà été ou pensé que tu étais genre au bout du rouleau? Écoute, non, j'ai pas eu ce, on va dire, sentiment de, qu'on appellerait, je sais pas, peut-être burn-out. Ouais, Je l'ai pas eu, je me suis senti, tu vois, fatigué. Mais c'est vraiment à chaque fois de la fatigue, vraiment mentale. d'accord. J'ai jamais ressenti véritablement physiquement. Et à nouveau, moi, bon, peut-être que c'est un peu simpliste, hein, mais je résume ça au fait que, justement, j'avais le sport à côté. Ouais. Si tu veux, et C'était ça ta méthode. Si je te demande comment tu gères ce stress, ouais, ta oui, réponse direct, c'est le sport. direct. D'accord. Et c'est la bonne fatigue, tu vois. Moi, j'aime bien sortir d'une séance, être rincé, mais c'est la bonne fatigue. D'accord. Et ça,
Ça te permet de te raccrocher derrière, revenir avec les idées fraîches sur ton deal, sur ton sujet management, sur ton sujet strat de la boîte et de jamais craquer quoi. Exactement. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de ce que tu faisais, est-ce que c'était un deal, les différents temps qui existaient. Mais au quotidien, c'est quoi pour toi une bonne journée de M&A? Je vais dire une bonne journée dans ma vie. Bonne journée dans ta vie, voilà. où, tu vois, tu vas voir tes associates, tu fais, c'est ça le quotidien, c'est ça une bonne journée de M&A, tu vas lui apprendre. Elle ressemble à quoi cette journée? C'est différent parce que moi j'ai une journée aujourd'hui de senior, de partenaire, mais une bonne journée pour moi c'est d'avoir commencé, tu vois, c'est ce que je fais le lundi, par une bonne heure de sport, avoir bien sué. Ok. J'ai en général préparé le dimanche après-midi, je bosse un peu pour préparer ta semaine. Voilà. D'accord. Et régler les trucs qu'il y a à régler. Et ensuite, c'est faire le point sur les dossiers avec les équipes. Ok. Appeler, tu vois, des contreparties, des acquéreurs, des investisseurs dans le cadre des deals qu'on fait. Et évidemment, pour faire avancer, débloquer les situations. Exactement. Okay. Et évidemment, travailler par des déj et d'autres moments, notre réseau, notre écosystème, pour sourcer des deals. Ouais, le but, c'est d'être top of mind des entrepreneurs pour que le jour où ils ont besoin, c'est à vous qu'ils pensent, quoi. Exactement, qu'on soit dans leur réflexe. C'est dingue. Comment tu fais, t'entends parler d'eux en fait quand ils ont un peu une taille critique? Tu vas à j'imagine qu'il y a des gatherings, des dîners, Voilà, on lit, on discute, on échange. Ouais. Sur le nombre de... Tu vois, quand tu vas faire un déjeuner, mais de nouveau, c'est toi qui fais de la vente, je vais pas te l'apprendre, mais quand on va faire un déjeuner, c'est pas spécifiquement parce que le mec a une boîte à vendre dans son portefeuille. Bien sûr. C'est prendre contact, comme tu dis, être toujours de la rémanence. Ouais. On est là, on existe, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on a fait. Et souvent c'est de l'indirect où il va dire ah bah tiens, ça fait penser, j'ai rencontré ce mec là la semaine dernière, tu devrais l'appeler. Ouais. Voilà. La prospection, c'est. On dit pas que c'est pas noble ou quoi que ce soit, hein. Faut en faire, mais c'est la façon dont tu le fais. Bien sûr. Ouais, puis il y a l'histoire de peut-être aussi faut que ça corresponde avec votre culture, votre image de marque. Exactement. La manière d'aborder les entrepreneurs. Et je reviens sur une notion importante, la spécialisation. Ouais. Aujourd'hui, on parle à un dirigeant d'une boîte de services informatiques, de travel tech, d'e-commerce, de services financiers. Au bout d'une demi-heure, il se dit ok, les mecs connaissent par cœur mon secteur. Il comprend que vous comprenez. On se comprend. Voilà, et donc si tu veux, il sait qu'il va pas perdre son temps. Ouais. Parce qu'on a des choses à lui dire. Et on est dans le partage. Qu'est-ce qu'il cherche en discutant avec toi en avance de phase? De l'info? Bien sûr. Un point de vue externe? De l'info être rassuré. Ah, les mecs, ils veulent une valo directe, quoi. C'est quoi les valos? Ça vaut combien? Qui sont les acheteurs? T'as déjà écrit une valo sur une serviette au restaurant ou pas? Ah non. T'as jamais fait ça? T'as raison, faudrait essayer. Ouais, il faut que tu fasses ça. Donc pas de petit papier pas encore, non. au resto. C'est ça, à l'ancienne, ça. Ouais. Tu grattais et vous prenez un cut, un pourcentage, c'est ça sur le deal, c'est ça votre modèle? Exactement. Ah ouais. Au succès, un pourcentage. Est-ce que vous faites... il y a un concept que j'ai adoré et qu'on reprend d'ailleurs dans la boîte parfois, le discrétionnaire. Delighted. Ouais. tu m'as senti venir. Grave. Comment t'as dit le terme? Delighted en anglais, delighted fee. Ok. Ah, parce que t'as été enjoué quoi. Et delighted fee, ouais, ok. Bien sûr. Oui. Pareil, c'est pas universel de le mettre, mais parfois justement quand on... Pour X raison, la négo est un peu dure des fees et que on n'arrive pas forcément à avoir exactement ce qu'on souhaite. On dit, nos clients nous connaissent pas forcément, parce que parfois c'est le premier deal qu'on fait avec eux. On leur dit, on pense qu'on vaut plus, qu'on va apporter plus de valeur ajoutée. Vous allez le voir par vous-même. Ouais. Et donc, vous avez cette clause qui est totalement, évidemment, discrétionnaire. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas à vous justifier si vous nous donnez 0. Mais elle existe. Bon, on se retrouve au point de départ de notre journée. 8e arrondissement, boulevard Malesherbes. On va rentrer chez Cambon. Écoute, merci beaucoup, j'ai passé un super moment. C'était technique, merci d'avoir relevé le défi, puisque tout ça dans Paris, les pavés, les côtes,
les gardiens hein, qui nous empêchent de passer, mais on l'a fait, donc merci beaucoup, j'espère que tu as aussi passé un bon moment. Un excellent moment, comme je te le disais avant, ça a illuminé ma journée. Bah écoute, je suis ravi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Honnêtement, je suis déjà pas mal loti, donc... T'as l'air très heureux de Chaux-Cambon, donc on est ravis. Exactement. Écoute, on se retrouve du coup peut-être bientôt pour un footing entre midi et 2. C'est une super idée, voilà, et écoute, à tous ceux, peut-être justement des jeunes qui verront la vidéo, voilà. Même si on fait un métier hyper prenant, on peut avoir d'autres passions et d'autres occupations dans la vie. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le message de priorité. De priorité, et c'est ça que j'ai l'impression que vous insufflez aussi dans la boîte, quoi. Bon. Merci beaucoup. Merci Quentin. Et puis, écoute, tout le meilleur et longue vie à Cambon. Et bah, pareil pour toi. Hein.